Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Diabolo Fraise. Pour ce 10e épisode, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu énormément d'idées et j'ai pas beaucoup travaillé mon script. Ça va être un épisode que je vais faire un petit peu en impro. Mais j'ai eu l'idée du sujet qu'on va aborder aujourd'hui alors que j'avais des conflits avec mes camarades de classe sur des projets à rendre pour la fin de semestre. C'est une situation très classique qui arrive souvent en études supérieures, surtout quand on a des projets de groupe. Et personnellement, dans ma formation, j'ai quasiment que des projets de groupe qui sont notés à très gros coef sur ma moyenne. En bref, c'est vraiment pas les trucs qu'on peut foirer et quand tu n'arrives pas à travailler avec les gens qui t'entourent, c'est un petit peu compliqué. Le fait est, la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là m'a aussi permis de remarquer quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'alors. J'ai peur du conflit. Et quand j'ai remarqué ça, je me suis demandé déjà pourquoi, à quel moment est-ce que j'avais commencé à avoir peur du conflit, est-ce que ça a daté de mon enfance, est-ce que c'était plus récent, qu'est-ce qui l'expliquait, et surtout comment est-ce qu'aujourd'hui je pouvais faire en sorte que ça ne m'impacte pas trop, même si de toute manière ça fait partie de mes mécanismes, donc ça impacte effectivement mon quotidien. Mais en gros, comment est-ce que je peux les repérer ces mécanismes et comment est-ce que je peux un petit peu les endiguer et tout simplement apprendre à faire face au conflit. Je sais pas si ça vous arrive d'être dans cette stratégie d'évitement, mais personnellement, j'ai remarqué que depuis ma rupture en début 2024, j'ai énormément pris ce truc de l'évitement. En gros, de faire en sorte de ne surtout pas parler des sujets qui fâchent, au cas où ça pourrait me mettre dans la merde. Ça, je l'avais remarqué un petit peu mi-2024 lorsque j'ai essayé de recommencer à avoir des relations amoureuses sans grand succès. Mais ça m'avait pas mis la puce à l'oreille concernant les conflits. Et je pense que cet évitement de conflits et en fait cette peur de me retrouver dans une situation conflictuelle, c'est pas tant par rapport à cette rupture-ci, parce que j'aurais pu mettre ce mécanisme d'évitement sur la rupture en question, mais je pense que ça remonte à un petit peu plus loin. En gros, j'ai fait un petit peu une introspection et je me suis demandé mais à quel moment dans ma vie j'avais été en conflit et à quel moment ça s'était mal passé. La réponse, elle est très simple et je l'ai vite trouvée, c'est le fait que j'ai été harcelée pendant pas mal d'années durant ma primaire et que pendant ces années-là, je n'avais absolument aucun soutien de mes professeurs. Déjà, quand t'as un rapport à l'autorité qui est biaisé par le fait qu'on ne t'apprécie pas, que ce soit camarade ou professeur, c'est un petit peu compliqué de se dire que dans ta vie adulte, lorsque tu vas avoir des conflits, tu vas avoir des gens qui vont être de ton côté. Donc ça a mis le ton. Ensuite, il y a tout l'impact psychologique du harcèlement qui fait que dès que tu es en désaccord avec une personne, tu as immédiatement peur qu'il y ait un mouvement de foule qui puisse tout simplement s'abattre sur toi et qu'en fait ça recommence. Personnellement, ma pire peur en étant une victime de harcèlement, c'est le fait de retourner dans cette période où j'étais rejetée sans arrêt, où ma voix n'avait absolument aucun impact et où j'étais profondément seule. Et dans ce package, il y a aussi tout l'aspect un petit peu confiance en soi, la peur des représailles et tout simplement le manque de communication. Quand j'ai été en conflit à 18 ans avec mes camarades de classe, je me suis rendu compte à quel point j'avais du mal à communiquer de par le fait que quand j'étais plus jeune, on ne m'avait pas laissé le loisir de m'exprimer. Et ça m'a vraiment surprise et j'ai vraiment été impactée par ce truc de me dire « Waouh !» Parce qu'on m'a fait taire quand j'étais gosse, aujourd'hui j'arrive pas à parler alors que je suis une personne qui a un franc-parler qui est bien connu, mais en conflit, j'y arrive pas. Bref. En gros, je pense que j'ai débloqué ces mécanismes de fuite, de gel, de paralysie lorsque j'étais harcelée pour tout simplement ma survie. En fait, ma tactique à cette époque-là, c'était un peu tais-toi, regarde le sol et ça va finir par passer. Ouais, on n'est pas sur beaucoup d'élaboration. Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que ça a quand même des conséquences sur la vie de tous les jours. Le fait d'éviter les conflits, qu'ils soient professionnels, personnels ou autres, ça a des conséquences sur notre estime de nous-mêmes, sur notre confiance en nous et sur plein d'aspects de notre vie. Déjà, sur le plan personnel, ça peut entraîner des sentiments de frustration et d'auto-sabotage. Clairement, si on évite le conflit ou qu'on n'est pas capable d'y réagir correctement, on est frustré à la fin de ne pas avoir pu exprimer notre opinion et avoir pu défendre notre argumentaire. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'un conflit, c'est deux réalités qui s'entrechoquent, mais qu'une réalité ne vaut pas plus qu'une autre. Maintenant, le souci qu'il y a, c'est que les personnes qui évitent le conflit ou qui du moins ne savent pas réagir devant ne vont pas faire valoir leur réalité et vont simplement laisser l'autre prendre sa réalité et piétiner la leur. Et donc cette difficulté à exprimer sa réalité, ça va se retranscrire ensuite sur la difficulté à exprimer les émotions et les sentiments. Et vous en doutez, mais quand on arrive à ce genre de problème de communication, on a tout de suite des rapports avec les autres qui sont souvent déséquilibrés, voire toxiques. Donc le fait d'éviter le conflit ou de ne pas savoir le gérer, ça nous mène dans des relations qui ne sont pas saines pour nous. Et également le fait d'éviter le conflit ou tout du moins de ne pas savoir y réagir, ça va être un indice pour les pervers narcissiques ou tous les manipulateurs qui voudraient profiter de vous. En bref, vous allez clairement passer pour quelqu'un de facile à manipuler et ça va se voir puisque de toute manière vous n'êtes pas capable de faire face à un conflit, donc la personne qui entre en conflit avec vous, elle est sûre de gagner.
En bref, c'est un petit peu comme si un manipulateur s'asseyait à votre table de poker et qu'il connaissait déjà toutes vos cartes. C'est facile de vous battre. Et enfin, un autre des aspects que ça peut aussi entacher, c'est l'aspect professionnel, les difficultés avec les négociations, les difficultés avec les conflits dans une équipe. La prise de décision peut être impactée, il y a aussi la gestion du stress, bref. Le fait d'éviter ou de ne pas savoir réagir à des conflits, c'est un problème et le fait de l'avoir remarqué chez moi, ça me permet aujourd'hui de vous en parler pour vous prévenir. Observez-vous et repensez un petit peu à ces moments de conflit, est-ce que vous avez su réagir de la bonne manière ? Et avant de vous expliquer comment reconnaître ces situations et comment y réagir, on va d'abord se questionner sur pourquoi cette peur persiste chez certaines personnes. Le premier point qu'on peut soulever, c'est l'impact des traumatismes. Que ce soit le divorce des parents, un harcèlement ou tout simplement des relations toxiques, tout ça peut entacher notre personnalité et notre habilité à répondre à un conflit et à y réagir correctement. Une autre cause à cette peur peut être les schémas de pensée limitantes. Les pensées limitantes, ce sont des injonctions la plupart du temps qui nous ont été ancrées lorsqu'on était enfant par nos parents, grands-parents, l'éducation, bref. Ça va notamment être celle de le conflit est toujours mauvais, c'est toujours négatif, il ne faut pas que j'entre en conflit avec qui que ce soit. Et également le fait de penser que s'affirmer, ça va avec l'agressivité ou la violence. Spoiler alerte, on peut faire valoir son opinion dans les règles de l'art et en général ça fonctionne même mieux qu'en passant par l'agressivité ou la violence verbale. Une des dernières choses qui pourrait faire que cette peur persiste, c'est la peur de l'abandon ou du rejet. Dans les 5 blessures de l'âme, on retrouve ces deux peurs qui peuvent être ancrées très facilement dès la naissance et même avant. Et du coup, les personnes qui vont avoir peur d'être rejetées ou abandonnées ne vont pas entrer en conflit et c'est de là que découlent les profils des people pleasers. On en a déjà parlé pas mal de fois, notamment dans l'épisode sur les limites. Je vous invite à aller l'écouter si c'est toujours pas fait. Mais alors comment est-ce qu'on reconnaît les situations où cette peur se manifeste ? Tout d'abord, il y a les comportements un petit peu typiques comme dire oui quand on veut dire non, quand vous acceptez de sortir en soirée alors que vous êtes éclaté et que vous avez aucune envie de voir personne, ou encore quand vous évitez de donner votre avis ou que vous cédez rapidement sous la pression de quelqu'un. En gros, si vous vous laissez convaincre facilement, ou tout du moins si vous laissez penser que vous vous laissez convaincre, vous suivez ? Ça peut être aussi cette peur du conflit qui s'exprime. Une autre chose qui est importante à faire pour reconnaître ces situations-là, c'est identifier les déclencheurs. Ce qu'on appelle les triggers, donc les choses qui peuvent déclencher certaines réactions chez nous. Dans ce cas-là, un trigger de cette peur pourrait être le fait qu'une personne nous parle avec un ton élevé, ou bien que ce soit une confrontation qui se passe en public, etc., etc. Il y a autant de triggers qu'il y a de personnes sur Terre, certains reviennent assez souvent. Personnellement, quand on me crie à la figure, c'est quasiment impossible pour moi de garder mon calme et de ne pas céder au mutisme. Même si ça me frustre et que je me sens énervée et que j'ai envie de le faire savoir, je suis une personne qui renferme ses émotions lorsqu'elles ne sont pas écoutées, lorsqu'elles ne sont pas prises. Et donc, par conséquent, quand je me retrouve face à un collègue, une camarade, X, Y, Z, qui me gueule à la figure, je ne réponds généralement pas. Parce que j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de blesser la personne, et aussi parce que je sais pas comment réagir dans cette situation. Enfin non, c'est pas exactement ça, c'est que je ne savais pas réagir. Parce que depuis, j'ai fait mes petites recherches et je commence à mettre en place des petits trucs pour que ça passe un petit peu mieux. Je vais vous donner ces petits outils et les petites stratégies que j'ai pu relever ces derniers temps. Pour l'instant, je suis encore en phase de test, donc si vous les essayez de votre côté, n'hésitez pas à me faire un retour. Mais je pense sincèrement que ça peut être des trucs qui peuvent aider les personnes qui ont peur du conflit. Tout d'abord, la première chose à faire selon moi, c'est d'adopter la communication non violente. En gros, savoir poser des limites claires et exprimer ses besoins, c'est une des étapes pour éviter le conflit et savoir y répondre. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites et s'énerve lorsque vous lui faites remarquer, c'est pas vous le problème, c'est lui. Si vous exprimez clairement vos besoins et vos limites, vous avez moins de chances que les gens traversent cette ligne et s'ils la traversent, vous avez pour preuve que vous les aviez prévenus. Et déjà ça permet un petit peu de déculpabiliser et de se dire que c'est pas nous le problème. Parce que lorsqu'on fait face à énormément de conflits dans sa vie, et c'est souvent le cas lorsque notamment on a peur du conflit, parce que les gens savent qu'on a peur du conflit, donc encore une fois c'est facile pour eux de se confronter à nous, sachant qu'ils vont gagner. On a tendance à culpabiliser très vite d'entrer en conflit avec les personnes, alors que clairement, si on fait savoir ses besoins et ses limites dès le départ, on n'a rien à se reprocher. Une autre étape qui peut aussi aider à vaincre cette peur, c'est renforcer sa confiance en soi. Alors là, ça peut passer par plein de choses, que ce soit le sport, une activité créative, une nouvelle compétence, des sorties avec des amis, bref, peu importe. Mais il y a aussi un truc qui peut pas mal aider, c'est les techniques de visualisation. Avec tout ce qui est affirmation positive, c'est vraiment des outils qui peuvent aider à reprogrammer un petit peu plus votre cerveau. Je pense que je ferai un épisode complet sur la visualisation et toute l'explication scientifique qu'il y a maintenant derrière. Parce qu'autant à une époque, j'étais du genre très sceptique à me dire « Ouais, en fait, on s'imagine juste faire des trucs de fou en espérant que ça arrive, mais c'est pas incroyable. » Et depuis, j'ai appris pas mal de choses qui font dire que la visualisation,
Scientifiquement, c'est prouvé. Bref, je me renseignerai un peu plus là-dessus et je vous ferai un épisode complet. Mais en tout cas, sachez que dans la peur des conflits, la visualisation, les affirmations positives et ce genre de choses vont aider à renforcer votre confiance en soi, donc vont vous aider à faire face à ces situations inconfortables. Une autre chose qui peut aider, c'est s'entraîner à oser des petits conflits. En gros, là où vous auriez laissé passer une remarque un petit peu piquante ou un débat un peu trop mouvementé, essayez de vous affirmer et de faire valoir un petit peu plus votre opinion. On parle pas de l'imposer aux autres, mais faites juste savoir que non, vous ne pensez pas de la même manière. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, c'est au cas par cas, et il ne faut pas faire ça dans n'importe quel lieu, avec n'importe qui, parce que ça peut très facilement se retourner contre vous, surtout quand les personnes vous connaissent et savent que vous avez peur du conflit. Donc c'est à calculer très stratégiquement, mais ça peut être juste un petit débat ou tout simplement, encore une fois, répondre de manière un petit peu osée à une remarque qu'on vous fait. C'est déjà une petite manière d'affirmer un peu plus que on est là et on se protège et on se défend. Enfin, un dernier truc pour faire face à cette peur, c'est savoir différencier les conflits constructifs des conflits destructifs. Tous les conflits ne sont pas synonymes de danger. Certaines personnes cherchent simplement à débattre et n'ont aucune mauvaise intention derrière. Pour ma part, je sais que lorsque je suis au bureau en alternance, on a pas mal de débats sur des choix graphiques, des idées, etc., etc. Mais ce sont des débats qui, même s'ils sont parfois assez mouvementés parce qu'on est 5 à travailler sur une seule et même chose, ils sont toujours constructifs et toujours bienveillants. Il n'y a jamais la volonté de blesser l'autre ou de faire dire que son idée c'est la meilleure. Il y a simplement d'expliquer son point de vue et dire « moi je pense que ce serait mieux comme ça parce que dans ma vision des choses, mon chemin de pensée fait ça ». Ça, c'est un conflit constructif. Il n'y a aucune volonté de blesser, il n'y a aucune volonté de porter atteinte à l'opinion d'un autre. Le conflit destructif, à l'inverse, c'est vraiment une personne qui en face de vous va tenter de faire dire que votre opinion c'est de la merde et que peu importe ce que vous pourrez dire, elle aura forcément raison. Ça, clairement, les conflits destructifs, on n'essaye même pas d'y toucher, ça ne vaut même pas la peine. Parfois, il y a des concessions qui peuvent être trouvées, mais en général, c'est au détriment de la personne qui a peur des conflits. Donc un conseil, économisez votre énergie et votre charge mentale. Les conflits destructifs, il faut s'en tenir le plus éloigné possible. Enfin voilà mes derniers conseils pour les personnes qui se seraient reconnues dans ce que je viens de vous décrire et qui aimeraient aller un petit peu plus loin dans le process. Déjà, une première chose que vous pouvez peut-être faire, c'est en parler avec un professionnel de la santé. Que ce soit un psy ou un coach, ça peut vous aider à verbaliser ce que vous ressentez et à vous faire mettre des mots sur ce que vous n'avez jamais osé regarder. Personnellement, quand je me suis rendu compte que j'avais cette peur du conflit, j'ai eu un instant de déni où je me suis dit, mais non, j'ai un franc-parler, j'ouvre tout le temps ma gueule, je suis pas le genre de nana à se laisser marcher dessus. Et en fait, il s'avère que si. Dans la même lignée, il y a les groupes de soutien ou les communautés un petit peu axées de développement personnel qui peuvent être intéressantes. Le fait de parler avec des personnes qui ont la même vision que vous, ça peut vous réconforter et vous aider à vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et enfin, bien évidemment, en tant que passionné de lecture, je pourrais vous recommander de lire des livres de développement personnel. Mais là-dedans, on peut trouver notamment l'intelligence émotionnelle ou le courage de ne pas être aimé. Ce sont déjà 2 livres qui sont très intéressants sur le fait d'être indépendant émotionnellement, mais aussi de s'affranchir du regard des autres. En gros, la peur du conflit, elle se manifeste chez beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, et elle peut avoir différentes causes et conséquences. Le tout, c'est d'aller de l'avant, de se rendre compte de sa situation, et comme toujours, d'avancer un petit peu plus loin. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le développement personnel, c'est ça. C'est s'observer au quotidien, regarder les mécanismes qui nous gênent et qui, nous le savons de toute manière, ne nous font pas du bien, et savoir les analyser en profondeur. Que ce soit seul ou accompagné de groupes de soutien, de psy, de coach. Pour moi, je trouve vraiment un sens dans le développement personnel aujourd'hui par le fait de m'observer et de dire telle situation, je l'ai mal vécue et je pense pas que ce soit normal que je l'ai autant mal vécue, donc je vais chercher une explication à ça. On devient son propre rat de laboratoire et c'est franchement assez intéressant de voir à quel point nos expériences passées, nos traumatismes et notre vision du monde peuvent forger des comportements qu'on n'aurait jamais cru pouvoir avoir. Voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous a plu. Il était un petit peu plus court que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai fait un peu au feeling et je pense franchement avoir réussi à synthétiser tout ce que j'avais envie de vous dire. Si vous avez des expériences ou des témoignages au sujet de la peur du conflit, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Encore une fois, le but c'est qu'on ne se sente pas seul et qu'on se rende compte de la situation dans laquelle on est pour ressortir. Il n'y a aucune honte à avoir à éviter un conflit avec telle ou telle personne parce qu'on ne se sent pas prêt à l'affronter. Et ça, c'est aussi un point sur lequel j'aimerais revenir en cette fin d'épisode. Ne culpabilisez pas si vous avez une peur du conflit et si vous laissez cette peur vous guider de temps en temps. Il y a des fois où honnêtement, on n'a pas l'énergie de se battre pour s'affranchir de ces mécanismes. Les mécanismes qu'on a développés, ils sont en partie là parce qu'ils nous ont permis de survivre jusqu'ici. Donc concrètement, parfois, les laisser driver notre vie, c'est complètement normal.
J'ai pas fait cet épisode pour que les personnes qui ont peur du conflit se sentent mal, au contraire. Pour moi, il est important de rappeler qu'on a tous une marge de progression et que parfois aller de l'avant puis faire un petit pas en arrière, c'est pas bien grave. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas que vous êtes unique, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!